Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission en début d'année, avec un nouvel épisode de La vie devant nous, chaque dimanche, avec nos invités qui sont bien là. On vous donne envie de bien vivre votre âge avec le sourire, et vous l'avez, on l'a. Cette émission, elle est faite pour vous, que vous soyez enfants, parents, grands-parents ou même arrière-grands-parents, parce que oui, c'est une première dans l'histoire. 4 générations cohabitent aujourd'hui. Et il faut dire que l'on a gagné un peu plus de 30 ans d'espérance de vie en un siècle. Alors ici, on partage des histoires de vie, des témoignages, des conseils concrets pour mieux vivre ensemble à tous les âges de la vie. Et dans Bien vivre chez soi, justement, nous serons avec Jean-Philippe Arroux, directeur Silver chez Saint-Gobain, pour parler d'habitat, d'adaptation du logement et de solutions concrètes pour rester autonome plus longtemps. Notre grand invité sera ensuite Benjamin Zimmer, auteur du livre Stratégie Senior, pour décrypter justement comment les seniors transforment en profondeur l'économie, les usages et les stratégies des entreprises, être un peu plus attractifs. Et puis, dans notre chronique Vivre ensemble, nous recevrons Élise Cabane, médecin, gériatre, et fondatrice d'EPOCA, pour parler de télésurveillance médicale et de prévention au service du lien entre seniors, proches et soignants. Voilà qui est intéressant. Et puis un programme riche, concret, résolument tourné vers le quotidien. On n'oublie pas que cette émission est la vôtre, alors n'hésitez pas à appeler et poser vos questions au 0826 300 300. Et tout de suite, notre chronique Vivre ensemble. Sud Radio, la vie devant nous. Alors, vivre ensemble, quand la santé devient une affaire collective, justement, on reçoit Élise Cabane, donc médecin, gériatre et fondatrice d'EPOCA. Avec vous, on va parler de télésurveillance médicale. Alors, c'est pas comme une technologie froide, mais comme un outil plutôt pour mieux accompagner les seniors, les aidants aussi, et puis rassurer les proches, fluidifier le lien avec les soignants notamment. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir une confusion entre téléassistance, télésurveillance. Élise Cabane, quand on parle justement de télésurveillance médicale, de quoi parle-t-on concrètement aujourd'hui ? On parle surtout en fait d'organisation en fait innovante, une nouvelle façon d'accompagner les personnes. C'est moins une situation de télésurveillance que un accompagnement en santé. L'objectif, c'est d'apporter un support en fait à la santé des personnes de façon adaptée, ajustée, personnalisée en fait au quotidien. Et effectivement, les outils utilisés pour pouvoir accompagner cette santé de façon un peu différente d'avant supposent des outils technologiques qui sont un peu résumés dans ce mot télésurveillance médicale, mais qui n'est pas une prison, mais surtout un moyen de communication et de continuité léger qui permet d'être en contact permanent, mais surtout au contact quand on a besoin. Comment vous est venue l'idée ? Parce que vous êtes fondatrice d'EPOCA, donc j'imagine vous faites des études de médecine, vous faites peut-être les urgences, vous spécialisez. D'où vous est venu en fait ce sujet de poser, de créer une entreprise sur la télésurveillance ? Alors, probablement avant mon parcours professionnel, j'ai d'abord été moi-même aidante en fait, comme tout le monde. J'ai eu des grands-parents. Il s'avère que mes grands-parents étaient très importants pour moi. Je dis toujours que les grands-parents c'est le toit du monde. On sait quand on les perd et ils portent beaucoup de choses. Et le relais d'ailleurs du toit est toujours une aventure pour les familles. En ce qui me concerne, j'ai eu des grands-parents très malades et qui portaient beaucoup du sens de mes valeurs. Et donc, effectivement, très tôt, j'ai été exposée aux difficultés en tant qu'aidant, ou en tout cas famille d'aidants, famille de malades et petite fille, à toutes les situations possibles et inimaginables de patients qui ont des maladies chroniques très compliquées, très instables. C'est là où vous avez eu l'idée justement de mettre en place en fait ces dispositifs et en quoi ces outils changent-ils justement la relation entre le senior, sa famille et les professionnels de santé que de venir alors effectivement, on pourrait penser que la distance peut déshumaniser, mais je pense que en fait
tout un chacun n'a pas forcément envie de vivre avec son docteur ou de vivre avec son équipe médicale, même quand il est très malade. Donc le sujet, c'est plutôt d'avoir la bonne distance, la bonne relation. Et en fait, c'est plutôt d'être là au bon moment, mais vraiment tout de suite au bon moment. Et donc cette relation, elle change à plusieurs titres. D'une part, elle permet aux aidants de rester des aidants. Je pense qu'une des grandes difficultés quand on est exposé à des patients, à un proche très malade, c'est qu'on se transforme très vite justement en cet aidant, ce soignant. Et je dis souvent qu'on est tantôt soignant, tantôt soigné. Mais c'est vrai que cette position de soignant, quand on est le partenaire de vie, c'est pas forcément une situation facile, et il est important de pouvoir soutenir ça et permettre aux gens de se rebrancher dans leur vie personnelle sans être ce soignant. Donc, en fait, c'est une situation qui permet à la fois d'avoir du confort en fait pour la famille, pour les enfants, et en même temps d'être rassurant pour ceux qui sont concernés, qui peuvent rester du coup chez eux plus longtemps, et de pas se retrouver en fait dans un monde hospitalier ou en résidence médicalisée, qui peut être là aussi une sorte de rupture affective, psychologique. Est-ce qu'on peut dire que la télésurveillance en fait permet de rompre justement une forme d'isolement médical ? Alors, ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, c'est pas qu'une relation vis-à-vis des aidants pour le patient. Nous, on a plus de la moitié des patients qui vivent seuls, et souvent d'ailleurs avec des troubles cognitifs très très importants. Et donc l'enjeu, c'est vraiment une rupture de l'isolement social, un rebranchement souvent de ces patients dans le système de santé, parce que leur seule zone de contact deviennent les urgences, les centres 15 ou les hôpitaux. Quand ils ne sortent plus de chez eux, parfois ils perdent le contact avec leur médecin traitant, et donc c'est des boucles complexes. Et pour les aidants, c'est une façon aussi de reprendre la bonne distance, aussi bien en termes d'aidants familiales que d'aidants professionnels, parce qu'effectivement, l'aidant professionnel, il est souvent impliqué, il peut être frustré aussi dans des situations d'instabilité où il a l'impression de pas toujours être, il peut pas être tout le temps là et tout le temps au rendez-vous, et quand il vient, il a besoin d'avoir les bonnes informations pour bien agir. Et est-ce que on peut dire en fait c'est une sorte de solution aux déserts médicaux. Est-ce que c'est compliqué de mettre en place ce type de dispositif ? Alors, c'est une solution pour les déserts médicaux dans une certaine mesure. En tout cas, l'enjeu, effectivement, c'est de permettre de libérer les forces, c'est de décupler la capacité qu'ont les professionnels de santé à gérer des malades. Et donc, c'est d'une certaine façon, c'est faire refleurir ce désert en simplifiant la façon dont les professionnels interviennent auprès des malades. Ça coûte combien ? Parce que lorsque je veux le mettre en place, quel type de pathologie en fait je peux avoir très très rapidement pour justement adhérer à ce type d'abonnement ? J'imagine que c'est un abonnement et... Alors, ça dépend effectivement des modalités. Aujourd'hui, on travaille avec les directions centrales, l'État, pour envisager des modalités de remboursement qui permettent de réduire le reste à charge pour les personnes. L'enjeu, c'est vraiment de permettre au cercle de soins, donc aux médecins traitants, gériatres habituels du malade et son équipe de soins, de maintenir et de renforcer leur capacité d'action auprès du patient. Et ça, effectivement, c'est sur l'ensemble du territoire. Et l'enjeu, c'est que ce soit efficace, évidemment, à plein de titres, aussi bien de façon médicale, mais aussi de façon, on dit, médico-économique. C'est-à-dire, ce qu'on a pu montrer, et c'est très heureux, c'est que on est capable de faire très bien pour les malades. On a réduit de plus de 50 à 80% les hospitalisations et les passages aux urgences des personnes dans les suivis années longues. Donc, c'est très important. Pour le ménage, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui peuvent être intéressés, que ce soit les enfants, pour leurs parents, ou même pour soi-même, ça coûte combien ? Alors, il suffit d'aller regarder sur epoca.health pour voir comment ça fonctionne. Epoca.health comme la santé en anglais, pardon. H-E-A-L-T-H. Okay. Et sur le site, il y aura toutes les informations et le détail. En pratique, les financements sont en discussion avec la sécurité sociale, mais on est autour de 150 à 250 euros par mois pour chaque patient. Donc on peut dire que c'est une bonne... parce que ça n'a rien à voir en fait avec les 2500, 3000 euros qu'on peut payer en fait lorsqu'on est dans une résidence médicalisée. Absolument. Alors après, c'est évidemment un étage, c'est pas des sujets. Écoutez, c'est passionnant. On pourrait passer beaucoup plus de temps. Vous reviendrez. Merci Élise Cabane. On retient. Très bonne année à tous. On retient que bien vivre ensemble, c'est aussi mieux se suivre, mieux prévenir, et puis mieux se coordonner, sans jamais perdre l'humain de vue. Alors, justement, on va accueillir notre grand invité, Benjamin Zimmer, après une courte pause.
Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Vous êtes toujours sur Sud Radio. Alors notre grand invité aujourd'hui est Benjamin Zimmer. Alors Benjamin Zimmer, c'est ça? Oui, on peut dire un peu spécialiste comme de la on veut. silver economy et co-auteur du livre Stratégie senior que j'ai entre mes mains. Justement, dans cet ouvrage, vous montrez comment les seniors ne sont plus un segment marginal, mais plutôt un moteur économique, social et culturel. Qui est majeur. Et justement, avec vous, on va décrypter cette transformation en profondeur. Bonjour Benjamin, je suis ravi. Bonjour, bonne année. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ce livre Stratégie senior? Parce que bon, ça fait 20 ans que ça soit vendeur lorsqu'on met senior aussi. Ça dépend pour qui, mais moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce secteur qu'on appelle la silver economy. Je suis fatigué, très fatigué. Alors que c'est le début de l'année. Ah oui. Que on parle tout le temps des personnes âgées comme des personnes grabataires qui coûtent cher à la sécurité sociale et qui sont plus bonnes à rien, sauf à aller voter quand il faut aller voter. Moi, je pense que quand on regarde les chiffres et la démographie, c'est facile. Ça s'apprend même en 5e. Mon fils est en 5e. Je vois qu'on lui parle de transition démographique. On parle du vieillissement des pays riches du Nord. Et aujourd'hui, en France, c'est un Français sur 3 qui a plus de 60 ans. Alors ça, on l'entend tous les jours, mais est-ce que ça change vraiment? Est-ce que ça fait changer Ça commence à faire évoluer les pratiques. Preuve en est, c'est que le préfacier de ce livre, c'est le patron de la BPI. Donc les investisseurs, les financiers commencent à plutôt regarder de près l'impact du vieillissement démographique dans les entreprises. Vous avez beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés à retrouver aujourd'hui des gens pour travailler, pour produire, parce que le pays vieillit et qu'on part très tôt. Exactement. Alors je ne vais pas polémiquer sur l'âge de départ à la retraite. C'est un petit sujet quand on vit jusqu'à 87 ans aujourd'hui. Alors justement, pourquoi les entreprises ont-elles longtemps sous-estimé ce public? Parce que je pense que ceux qui sont à la tête des entreprises ont un déni qui est lié à la couleur de leurs cheveux. Arriver dans un COMEX et parler du vieillissement... Vous parlez vrai, c'est bien. Je parle vrai, on est là pour ça. Quand on a 60, 65 ans, quand on est patron d'une boîte du CAC 40, hommes ou femmes confondus, et qu'on commence à étudier le sujet du vieillissement, ça fait pas rêver. Vaut mieux parler d'intelligence artificielle. Alors justement, quels sont les secteurs qui sont les plus impactés par cette révolution senior? Les services, l'industrie... Dixit Nicolas Dufourc, patron de la BPI. L'industrie, parce qu'on manque vraiment beaucoup de main-d'œuvre pour dans les usines. J'entendais tout à l'heure en traversant la radio que dans le monde agricole, beaucoup d'agriculteurs vieillissent. Les machines vont pas pouvoir tout faire. Il va falloir des hommes et des femmes. Et donc, tous les sujets... Des sports d'hiver aussi. Je fais volontairement... parce que j'ai vu. Je parle pas de la santé parce que ça serait trop facile de parler de la santé des seniors. Mais je vous prends que des secteurs d'activité dans le tourisme, dans le logement, dans la finance. En fait, il y a des seniors partout. Et donc il y a des opportunités extraordinaires et c'est un peu ce que dit ce livre, c'est comment investir, comment il dit aussi réveillez-vous en fait. Réveillez-vous, il y a à la fois de l'impact à faire, il y a de l'argent à faire. On est en France, on doit être un grand pays d'innovateurs et d'entrepreneurs. Moi je veux pas voir arriver en France des produits chinois américains pour mieux jour. Je veux que ça soit fait par des Français. Écoutez, alors justement comment il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites par les marques, les institutions qui continuent justement un peu à avoir un tropisme sur les seniors. Est-ce que vous avez un ou deux exemples? Comment ça se fait parce qu'ils ont quand même beaucoup je trouve que déjà faire des erreurs, c'est le propre de l'entrepreneur. Donc c'est tant mieux. Ça veut dire que ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces erreurs? Quels enseignements on en tire? Donc évidemment, oui, la première erreur, c'est l'infantilisation. Parce qu'on parle à des personnes âgées, on commence à leur parler comme à des enfants. Alors que toute leur vie, elles ont ces personnes concevoir, acheter des produits, et très généralement, sans aide de l'État pour pouvoir se les procurer. Parce qu'elles trouvaient que le bénéfice à avoir ces solutions était plus important que d'autres produits ou d'autres services. Donc ça pose aussi pas mal de questions sur notre conception de la consommation de produits et de services. Alors, la deuxième chose qui est très importante lorsqu'on conçoit des produits ou des services pour les personnes âgées, c'est de se dire en fait que parce que ce sont des personnes âgées, alors on ne doit pas mettre d'amour, de désirabilité dans les produits et dans les services. Apple, c'est pour tout le monde, fait aujourd'hui des AirPods dotés d'une intelligence artificielle capable de régler le son,
de l'oreille interne et l'extérieur. Ça s'appelle, en langage médical, une audioprothèse. Oui, absolument. Et c'est Apple qui le fait, et les gens qui l'achètent vont l'acheter parce qu'ils veulent encore avoir des AirPods. Bah justement, en quoi cette évolution, elle peut aussi bénéficier aux plus jeunes générations? Parce qu'il y a souvent une opposition, jeune, moins jeune, actif, inactif. Là aussi, vous le traitez dans votre livre. On essaie de le traiter. C'est ce qu'on appelle en Scandinavie, en Amérique du Nord, la conception centrée utilisateur, le design for all pour tout le monde. En fait, c'est du mass market. Alors, je sais que c'est de l'anglais tout ça, mais l'idée, c'est de se dire quel est l'usage qui peut être utile pour tout le monde. Il y a un mec un jour qui a inventé le SMS. Il l'a fait pour des sourds malentendants. Aujourd'hui, chaque seconde, on envoie plus de 200 000 SMS en France. Un super exemple, ça. Et ça sert autant pour celui qui entend mal que pour celui qui parle très bien. Et donc, c'est un outil formidable de communication. La télécommande. Pour changer, écouter Sud Radio à la télé, par exemple. C'est possible, d'ailleurs. Hein. Et c'est possible. Elle a été utilisée, elle a été produite pour des gens qui revenaient de la guerre. Donc, vous voyez, en fait, tout dépend de comment on perçoit les choses, comment on étudie, comment on va sur le terrain. Ce qui est très important, c'est d'aller sur le terrain. Et pas de considérer que la personne âgée, c'est sa mère ou son père. Et surtout pas de penser que toutes les personnes âgées sont des personnes grabataires et qui vivent en maison de retraite. Ça, c'est terrible. C'est terrible parce que c'est très difficile à casser. Alors, juste peut-être la dernière question. Est-ce que le vieillissement, c'est une contrainte ou une opportunité? Vous parlez à un entrepreneur et je vous dis ça avec un sourire, mais oui, moi je crois que c'est une formidable opportunité. En fait, c'est une chance incroyable de vieillir. Depuis la nuit des temps, l'homme, il cherche quoi? À donner du sens à sa vie et à donner plus de vie pour profiter du sens qu'il donne dans sa vie. Donc maintenant qu'on vit jusqu'à 90 ans, notre job, et je pense à toutes les personnes qui sont là et en particulier à Élise, c'est de faire qu'entre 60 et 90 ans, on kiffe la vie, quoi. Bah bien sûr, 30 ans de... Voilà, 30 ans à la retraite, peinard, avec une pension assurée par l'État. Allez, c'est génial. Un dernier message clé aux décideurs qui hésitent à s'engager. Faites votre job. Il est temps maintenant de passer à l'échelle, de faire en sorte que la silver economy, ça soit pas l'occasion pour quelques-uns, mais une opportunité pour tout le monde. Bah merci beaucoup Benjamin Dimmer. Alors, on comprend que les seniors ne sont pas l'avenir. Ils sont déjà en fait tout simplement le présent. Et puis pour bien vivre plus longtemps, il ne suffit pas d'adapter son logement ou de repenser en fait les stratégies économiques, mais il faut juste créer, mieux se coordonner. Et puis le petit coup de pub. Donc voilà votre livre Stratégie Senior. Sud Radio, la vie devant nous. Bien vivre chez soi, on reçoit Jean-Philippe Arnoux, qui est directeur de Silver chez Saint-Gobain. Alors on a souvent parlé d'un sujet très concret, comment adapter son logement étape par étape, sans tout refaire d'un coup, et surtout quelles aides financières peuvent accompagner ces travaux. Jean-Philippe Arnoux, bonjour. Merci de nous rejoindre. On entend souvent qu'il faut justement adapter son logement, mais ça peut faire un peu peur. Alors pourquoi est-ce que c'est important justement de penser pas à pas plutôt que tout de suite faire une transformation lourde? Bonjour Laurent, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Alors déjà, j'ai presque envie de dire que l'adaptation du logement, en parler c'est déjà trop tard en fait. Moi ce que j'aime bien tendance à dire, c'est que le confort et la sécurité dans le logement n'attend pas le nombre des années. Et donc ce qui peut être indispensable à un certain âge peut être du confort à un autre. Donc je vais prendre deux exemples concrets. Motoriser une porte de garage ou un portail et puis automatiser l'éclairage en extérieur. C'est un confort, évidemment, quand on est plus jeune, pour éviter d'aller chercher un interrupteur. Ça devient très important quand on est plus âgé pour repérer notamment des obstacles qui peuvent générer des chutes. Pareil pour l'automatisation de l'éclairage dans un hall d'entrée, dans un couloir, pour différentes raisons, aider à se réveiller la nuit, pour éviter aussi les chutes, donner plus de chance. Donc en fait, vraiment l'enjeu, c'est de regarder son logement un petit peu différemment et de penser aussi au logement qu'on occupera quand on sera plus vieux. Si par exemple on a une maison avec toutes les sanitaires à l'étage et puis les chambres à l'étage, peut-être qu'à un moment donné l'escalier, on se doute qu'il pourra poser problème. Donc l'idée c'est vraiment de dire je vais regarder mon logement et ces petits obstacles le plus tôt possible pour y apporter progressivement justement des améliorations. Je pense notamment au volet roulant électrique également. Aujourd'hui. Et justement, Jean-François Arnoux, on commence par quoi, généralement? Alors on va dire, je vais appeler ça une tarte à la crème, mais c'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on commence déjà trop tard, en moyenne, dans les 80 ans, et on va retirer la baignoire pour remplacer une douche.
Alors qu'en fait, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure avec Benjamin, aujourd'hui, effectivement, il y a des grands enjeux économiques, notamment les économies d'eau. Une douche consomme beaucoup moins d'eau qu'un bain, et en plus, est sécurisante pour une personne âgée. Donc pourquoi attendre de s'offrir une belle salle de bain, je dirais, avec une belle douche à l'italienne ou une douche extra plate. Oui, il faut faire du beau. Alors évidemment, on sait faire du beau, l'industrie a énormément évolué vers des produits d'ailleurs beaucoup plus design for all, et donc du coup l'anticiper le plus tôt possible, parce que plus on vieillit et moins on supporte les travaux. Donc, voilà, autant se donner toutes les chances de bien vieillir là où on veut rester. Alors peut-être une dernière information, les aides financières, elles sont très mal connues, on le sait. C'est quoi les principales aides mobilisables, et puis à quel niveau d'aide on peut justement s'attendre? Alors les principales aides aujourd'hui, l'État a lancé il y a 2 ans, c'est MaPrime Adapt, donc qui est le pendant de MaPrimeRénov pour la rénovation énergétique, là c'est pour l'adaptation des logements, qui va financer de 50 à 70% des travaux pour les populations donc éligibles, c'est-à-dire donc des revenus modestes à très modestes, une grande partie, on va pour résumer, des retraités français. Et ensuite, des aides des conseils départementaux, ne pas hésiter à demander à ces caisses de retraite complémentaires, et puis éventuellement la région. Donc il y a des aides qui se cumulent, on peut arriver jusqu'à 80-90% de subventions. Est-ce qu'on a aussi un sujet, c'est MaPrime Adapt qui est aujourd'hui, il y a un petit temps d'attente, c'est ça? Mais elle existe toujours. Il y a 2 choses. Il y a un temps d'attente, mais évidemment, ce qui se passe, c'est que on est tenu au temps politique, donc pas de loi de finances, ça veut dire pas de budget engageable par l'Agence nationale de l'habitat, mais ce n'est qu'une question de temps. Donc peut-être les guichets réouvriront, on va dire courant janvier, fin janvier. Enfin, dès que l'Assemblée aura voté un budget, les objectifs sont maintenus par l'État d'accélérer l'adaptation des logements. Donc c'est vraiment un sujet prioritaire pour les politiques. C'est important pour nos auditeurs de dire, voilà, il y a un budget, il pourra être utilisé, c'est juste la loi de finances. Merci Jean-Philippe Arnoult. Alors je vous ai appelé Jean-François, donc Jean-Philippe Arnoult. Voilà. Bon, on retient que bien vivre chez soi, ce n'est pas tout changer d'un coup, justement, mais avancer étape par étape avec des solutions concrètes et des aides qui existent. Merci à nos invités et de votre fidélité sur La Vie devant nous chaque semaine sur Sud Radio. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Je vous laisse en compagnie de Christophe Debien pour La Planète Demain sur Sud Radio. Rendez-vous dimanche prochain de midi à 12h30. Pour ceux qui souhaitent écouter ou partager l'émission La Vie devant nous en podcast ou en replay sur l'application Sud Radio ou le site sudradio.fr. Bon dimanche, bon appétit, excellente nouvelle année et portez-vous bien. Sud Radio, La Vie devant nous. Avec Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être.